accomplie que quand elle se poursuit au-delà de la première année et que les rappels sont faits. Donc la première maladie qu'on connaît tous, en tout cas nous les plus anciens, on a connu ça avec nous dans les classes, dans les rues, ces enfants paralysés par une maladie qui s'appelle la poliomyélite, pour laquelle l'histoire de la vaccination de cette maladie, où le programme a commencé en 1988, à l'époque, il y avait chaque année 350 000 enfants qui étaient paralysés à cause de cette maladie. 20 millions d'enfants actuellement marchent parce qu'ils ont été vaccinés et sinon ils auraient été paralysés. Il y a pour l'instant 2 pays qui restent encore endémiques avec le virus polio sauvage, c'est le Pakistan et l'Afghanistan. Et enfin, l'IMEP, l'Initiative mondiale pour l'éradication de la polio, vaccine chaque année 370 millions d'enfants dans le monde. Alors, il faut analyser les coûts de cette vaccination et ces coûts-là, eh bien, il faut les réserver à la vaccination de routine plutôt qu'aux vaccinations de rattrapage pour pouvoir utiliser des ressources pour surveiller, pour répondre aux épidémies et enfin approvisionner en vaccins et surtout en nouveaux vaccins et élargir la protection de nos enfants. L'agenda 2030 pour la polio a mis comme objectif son éradication. Et par éradication, il faut entendre qu'il n'y a plus aucun virus sauvage, il y a encore le Pakistan et l'Afghanistan, ni aucun virus polio dérivé du vaccin. Justement, on rappellera que la polio, c'est une maladie virale aiguë, grave dans sa forme myélite, c'est-à-dire paralytique, qui est due à un des 3 sérotypes, le 1, le 2 ou le 3. Antérieurement, il y avait les 3 sérotypes, c'est pour ça qu'il y avait 350 000 cas chaque année. Et le rapport entre une personne asymptomatique et une personne paralysée, selon le type de virus polio et le contexte dans lequel on évolue, eh ben, il y a pour 1000 personnes qui sont asymptomatiques, certains disent 200, il y aura un paralysé. Et c'est tous les asymptomatiques qu'il faut véritablement protéger pour enrayer la transmission de la maladie. La paralysie, qu'elle soit un virus sauvage ou un virus dérivé du vaccin, n'a pas de distinction clinique, donc on ne peut pas en faire la différence cliniquement. Le vaccin que nous utilisons depuis le départ, qui est le vaccin polio-oral, est un vaccin vivant atténué de la souche Sabine, qui, une fois qu'on l'a donné à un enfant dans son tube digestif ou un adulte, il va se multiplier dans l'intestin et donner cette immunité mucosale intestinale. Et il va être excrété dans la nature en moyenne pendant 4 à 6 semaines. Les immunodéprimés vont l'exprimer plus longtemps. Il va se propager dans la nature et se transmettre dans les populations d'une personne à l'autre si la couverture vaccinale est faible. Et à chaque fois qu'il va se multiplier, il va faire des copies. Et avec ces copies-là, il va pouvoir récupérer la neurovirulence et le degré de transmissibilité d'un virus polio sauvage. Ce qui va entraîner des cas d'épidémie, des cas et des épidémies. Un cas de virus polio est une épidémie sous forme de polio circulant dérivé d'une souche vaccinale qu'on appelle PVDV, polio vaccinal, poliovirus dérivé du polio vaccinal, et c'est pour dire qu'il est dans la communauté. Ben, les 3 circulent dans le monde, et le polio oral, eh ben, c'est le seul vaccin qui permet, quand l'immunité et la couverture est bonne, d'intervenir dans la transmission, ce que ne fait pas le polio injectable. Alors ces VDPV, ben, c'est un phénomène quand même rare. Quand on voit sur les 10 dernières années, les flambées, il y a eu moins de 2000 cas, pour 10 milliards de doses de vaccin. Donc le vaccin, il ne va muter et donner ces formes-là et se transformer que s'il a un terrain propice par une accumulation d'enfants non immunisés. Ben, dans le même temps, en l'absence de vaccination, plus de 6,5 millions d'enfants auraient été paralysés par le virus sauvage si on n'avait pas fait ces actions. Donc les flambées épidémiques, c'est véritablement actuellement, ça constitue l'obstacle majeur qui va entraver le déroulement de la phase finale de la vaccination. Qu'en est-il actuellement des virus polio sauvages? Le polio sauvage 1 est toujours présent, il n'est pas éradiqué, il est endémique en Pakistan et en Afghanistan. Le virus 3 a été détecté la dernière fois en novembre 2012, éradiqué en 2019. Et le 2, qui est la préoccupation actuelle mondiale, qui a été détecté
la dernière fois en 99, eh ben, il a fallu attendre jusqu'en 2015 pour que l'OMS certifie son éradication. Et l'objectif maintenant, c'est de maintenir cette éradication. Comment? Eh bien, cette éradication, elle ne sera maintenue qu'avec les actions qui ont été mises par l'OMS. Et en 2015, il a été déclaré éradiqué. Donc l'OMS a déclaré qu'il ne fallait plus qu'il soit contenu dans l'ancien vaccin polio oral qui était trivalent 1, 2, 3, qu'il fallait le retirer pour utiliser avec le nouveau calendrier de 2016 le virus polio bivalent 1 et 3. Mais comme le 2, on a peur d'une résurgence, il a été de façon concomitante et avant l'introduction du bivalent, assuré une couverture avec un polio injectable qui contient les 3 sérotypes 1, 2, 3, qui n'a pas la capacité de récupérer de la virulence et qui accorde cette protection. Bien entendu, ces deux vaccins sont complémentaires dans leurs actions et que si la vaccination n'est pas faite ou en partie, eh bien, les sujets qui n'auront pas reçu le VPI qui a été ajouté à temps ne sont pas immunisés et les souches vaccinales qui continuaient à évoluer dans la communauté, eh bien, elles sont en train de donner ces flambées de VDPV C2. Ces flambées, elles sont dues à quoi? Ben, des gens qui ne sont pas vaccinés, donc à une couverture vaccinale qui est faible. Et on voit dans la région, où ça a commencé en 2022 à Tamanrasset, que les couvertures vaccinales de la dose 3 du polio oral, eh ben, elles étaient très en dessous de l'objectif, et qui était le nôtre, hein, qu'on avait atteint en 2019 de 90%. Voilà ce que l'on a eu en Algérie. Ce que l'on voit, les ronds rouges, ce sont les enfants qui ont été paralysés. Il y en a 3 dans tout le pays. Il y a des VDPV qui circulent en communauté et il y en a qui sont SE dans l'environnement. Parce qu'évidemment, avant d'aller toucher des sujets sans les rendre malades dans la communauté, c'est qu'ils sont dans l'environnement et la surveillance de toutes ces actions est complémentaire. On voit ici le nombre de cas qui ont été révélés, diagnostiqués par l'Institut Pasteur d'Algérie et ce nombre-là est 99% des polios dérivés de l'environnement, heureusement, parce que la proportion de malades, elle est quand même inquiétante, même s'il y en a eu 3. Ça, c'est ce qui s'était passé à Tamanrasset. Mais quand on donne sur la même période la couverture vaccinale au niveau national, eh ben on voit qu'elle était aussi en dessous des objectifs. Et bien entendu, l'extension à partir des 10 wilayas du Sud qui ont fait l'objet de l'utilisation de ces campagnes de vaccination locale avec le NVPO2 que vous voyez ici en flacon de 50 doses, eh ben avec ces couvertures, ça s'est étendu dans d'autres régions de pays qui ont fait que quand on a analysé ce qui avait été fait en termes de campagne dans ces 10 régions, ces 10 wilayas du Sud, entre 2022 et 2024, l'équipe OBRA, Poliovirus Outbreak Response Assessment, eh ben, elle a donné, après avoir évalué ce qu'on avait fait de bon, ce qui avait été moins bon, ce qui avait manqué, elle a dit qu'il fallait que l'on conduise une campagne nationale de vaccination à 2 tours avec le vaccin polio oral réservé au VDPVC2, donc le NVPO2, qu'il fallait renforcer la routine parce qu'on éliminera les VDPV que si on renforce la routine, qu'il faut bien entendu, pour être sûr que rien ne se passe chez nous, surveiller les paralysies et toute paralysie doit être déclarée pour être sûr qu'elle n'est pas due à un virus polio et surveiller l'environnement pour voir ce qui se passe dans les eaux usées. Il faut que, comme on le fait à chaque fois et maintenant, qu'on se forme au niveau de santé pour pouvoir vacciner efficacement les enfants parce que les ingrédients sont là. La campagne de sensibilisation, elle a commencé. Le rattrapage va aussi se dérouler très prochainement avec une coordination régionale et avec un comité multisectoriel. Ce qui va arriver à partir du 30 novembre, c'est qu'on va faire 2 tours avec le NVPO2, le premier et le second tour, donc à 3 semaines d'intervalle, et le 3e tour avec le vaccin polio injectable que l'Algérie a inscrit pour consolider ces 2 tours que nous allons faire. Ça va toucher l'ensemble du pays, y compris les wilayas et les camps des réfugiés sahraouis dans la région de Tindouf. Il y aura bien entendu les 7000 centres de vaccination algériens, il y aura du porte-à-porte à Tamanrasset et dans tout le pays, il y aura le fixe et le mobile à chaque fois qu'il y aura des zones d'accès difficiles. Ça touchera les enfants comme on l'a fait depuis 2022 de 2 à 59 mois. Il va y en avoir 4,5 millions qui vont être vaccinés, d'enfants de moins de 5 ans qui sont la cible de cette vaccination.
grâce à toutes ces actions, si on est au rendez-vous, si on fait tout ce qui est prévu, et les vaccins sont prévus, le processus est prévu, eh ben on pourra interrompre la chaîne de contamination et éviter que des enfants soient paralysés. Et vous voyez ici les différentes affiches qui sont en train de circuler pour cette euh, campagne qui va être lancée et ça va commencer le 30 novembre. On va faire 2 tours. On va donner 2 gouttes à chaque enfant, à chaque passage, le 1, le 2. Même s'il a déjà été concerné par les années précédentes, s'il avait en 2022 2 mois, et ben il a moins de 5 ans, il faut lui faire encore ce NVPO2 qu'il faut associer à la vaccination de routine et le même jour. On peut faire le VPO bivalent, le VPI et le NVPO2 en toute sécurité et les signaux sont bons. Pour être performant, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, il faut que notre couverture soit en routine et dans ce que nous allons faire, supérieur à 90%, il faut qu'on déclare tous les paralysies faciales, paralysie flasque aiguë ou paralysie infantile de l'enfant, même si elles ne sont pas flasques, elles font partie de la liste des maladies à déclaration obligatoire. Et puis, il y a un comité qui va classer les cas, si c'est des cas polio ou non. Et surtout, il faut qu'on surveille l'environnement dans les eaux usées pour pouvoir, Inch'Allah, en 2026, mais les signaux ne sont pas très bons à l'échelle mondiale, arriver à la fin de ce programme d'éradication et que plus aucun enfant dans le monde et dans notre pays ne soit paralysé par le virus sauvage. On n'est pas à l'abri d'une réimportation ou par un virus dérivé du polio vaccinal. Ça, c'était le premier gros problème auquel nous sommes confrontés. Il y en a un deuxième que nous avons tous, nous, professionnels de la santé, eu des échos. Et je vais passer la parole à Madame Boukari qui va nous parler de cette haute maladie réémergente, la diphtérie. Bien, donc je vais continuer sur ce sujet des maladies, des maladies réémergentes. Donc la diphtérie en est un exemple. Voilà une maladie qu'on pensait avoir maîtrisée et qui revient sur la scène épidémiologique. Alors vous le savez, c'est une maladie évitable par la vaccination et c'est une maladie à déclaration obligatoire. La déclaration, c'est la première étape sur l'évaluation d'une maladie et sur la surveillance d'une maladie. Alors, donc, la diphtérie, vous ne connaissez peut-être pas d'ailleurs. J'allais dire, vous connaissez, mais vous ne connaissez peut-être pas pour les plus jeunes d'entre nous, parce que justement, c'est une maladie qui a disparu pendant plusieurs années dans notre pays. C'est une toxi-infection bactérienne à bacilles gram-positif, aérobie, du complexe Corynebacterium diphtheriae. Les souches expriment le gène de l'exotoxine diphtérique et qui sont responsables des manifestations toxiniques graves de la maladie, cardiaque et neurologique. Le réservoir, il est essentiellement humain et il est constitué par les malades, mais aussi par les porteurs asymptomatiques, les sujets contacts ou les porteurs asymptomatiques. La porte d'entrée est respiratoire ou cutanée et la transmission va se faire de personne à personne par les gouttelettes de salive à partir donc de ce réservoir. Il existe également une transmission à partir de lésions cutanées, mais l'essentiel de la diphtérie en Algérie, c'est vraiment la diphtérie dans sa forme respiratoire. Les malades qui ne sont pas traités vont rester contagieux longtemps, jusqu'à 4 semaines, et les porteurs sains peuvent même rester contagieux au-delà de cette période-là. Alors, je vais vous montrer un petit peu cette évolution de l'incidence de la diphtérie depuis les années post-indépendance jusqu'à les derniers chiffres remontent à 2023, et j'ai des chiffres de 2024. Les sources qui ont été utilisées ici, c'est le bulletin épidémiologique de l'INSP sur les maladies du PEV de 93 à 99. Et puis, les données issues de la surveillance des maladies à déclaration obligatoire de 2023 à 2024. Alors, vous voyez très bien, la diphtérie avait une incidence élevée dans notre pays. Et puis, avec la mise en place du programme élargi de vaccination et la vaccination par le DTC et à l'époque même par le VPI, on a vu une décroissance régulière sur plusieurs années
avec, on va dire, vraiment une période où on avait très peu de cas dans les années 90. Puis, il y a eu des flambées épidémiques. En 93, 296 cas et 32 décès. En 94, 972 cas et 32 décès. En 95, près d'un millier de cas et 14 décès. Donc, la couverture vaccinale étant à l'époque, je vous rappelle qu'on avait des taux de couverture vaccinale supérieurs, qui approchaient en tout cas les 95%, qui étaient supérieurs à 90%. De nouveau, l'incidence diminue et quelques petits cas sporadiques en 2003, 2004, 2005. Depuis cette période, il y a eu une période pratiquement silencieuse qui venait un peu avant les années, à la fin des années 90, et on a de nouveau revu les choses flamber. En 2022, les premiers cas qui sont réapparus dans la wilaya Tamanrasset et à 14 cas à Tamanrasset et 2 cas à Draa. En 2023, les cas qui étaient notifiés étaient également des cas du Sud. Et en 2024, si on prend en considération ce chiffre de 1084, c'est un chiffre qui est assez quand même important, mais qui correspond aux cas qui sont notifiés. Sur ces cas notifiés, la proportion de cas qui vont être confirmés sur le plan microbiologique n'excède pas on va dire, 25% à peu près. Et donc, cette flambée épidémique importante a eu lieu donc, au cours de l'année 2024. En 2025, nous avons continué à avoir des cas, mais cette épidémie est partie pratiquement, là encore, du Sud, où on a observé des déplacements de population importants. Si bien que les cas initiaux, qui étaient des cas plutôt sur les zones frontières, sont devenus des cas algériens, c'est-à-dire vraiment avec un taux de létalité qui n'était pas négligeable et une incidence qui était pour Tamanrasset comme étant la plus élevée sur tout le territoire national. Alors aujourd'hui, donc on le sait, on est en période d'épidémie. Pour la majorité des patients qui sont diagnostiqués actuellement, eh bien, il s'agit des personnes non vaccinées contre la diphtérie ou qui ont une vaccination incomplète. En tous les cas, les formes les plus sévères et les formes mortelles, ce sont des personnes qui ne sont pas vaccinées. Dans les tranches d'âge, eh bien, on s'aperçoit que l'adulte jeune, le jeune adulte, l'adolescent ne sont pas en reste, et on voit que à peu près 1/5 sont des adolescents, 1/5 sont des adultes jeunes, ce qui témoigne de la circulation active de la bactérie. Donc, on est dans une période où vraiment, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu la diphtérie, il faut absolument revenir sur les fondamentaux et refaire de la sensibilisation sur la façon dont il faut faire le diagnostic, parce que ce diagnostic précoce, c'est la première étape pour essayer d'enrayer et de faire une réponse à l'épidémie. Donc, d'une façon générale, la diphtérie est une maladie respiratoire. Elle va toucher la sphère ORL, nasale, pharyngée, laryngée. La diphtérie pharyngée est la forme la plus fréquente. Celle qu'on connaît le mieux, c'est l'angine diphtérique, qui est la forme habituelle. Dans cette angine diphtérique, comme vous le voyez sur la photo, il y a des fausses membranes. Souvent, ça s'associe à des adénopathies importantes, des céphalées, une tuméfaction du cou, et ces manifestations peuvent être moins importantes. On peut se trouver effectivement devant des formes légères d'angine, de laryngite, chez un sujet non vacciné ou incomplètement vacciné, parce que évidemment, pour interpréter ces symptômes, il faut se remettre dans le contexte on est dans une épidémie et que toute situation doit être prise en considération. Alors, l'étape importante, c'est d'évaluer, d'interroger les patients pour connaître leur statut vaccinal. Et justement, le statut vaccinal, eh bien, on va s'apercevoir que parmi ceux qui font les formes les plus sévères et parmi ceux qui font les formes mortelles se trouvent les personnes non vaccinées. La présence d'une vaccination, si l'enfant a une vaccination, ne doit pas faire évacuer le diagnostic de diphtérie, parce que la vaccination elle va protéger contre les formes mortelles,
elle va protéger contre la toxine, mais elle ne va pas empêcher, dans un contexte d'épidémie, la maladie. Alors cette toxine, justement, lorsqu'elle passe dans la circulation sanguine, elle va être responsable de la sévérité de la maladie et de l'atteinte myocardique, de l'atteinte rénale, de l'atteinte neurologique qui va s'en suivre. Vous l'avez vu, la létalité n'est pas quand même en reste, puisqu'il y a quand même un nombre de décès qui n'est pas négligeable. Et le résultat de tout cela, eh bien, c'est tout simplement, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est vraiment la baisse de la couverture vaccinale. L'étape suivante, ben aussitôt qu'on pense qu'il pourrait s'agir d'une diphtérie, eh bien, il faut se donner tous les moyens pour essayer de confirmer cette infection, cette maladie bactérienne grave, et pour donc faire les prélèvements nécessaires. Vous avez toutes les données qui ont été bien précisées par une instruction du ministère de la Santé, par la présence du guide. Je vous montrerai ça, comment faire les prélèvements, bien sûr se protéger quand on fait le prélèvement, quel type de prélèvement faire et où doivent être adressés ces prélèvements. Donc voici cette instruction de la diphtérie. Vous devez tous la lire, cette instruction, parce qu'elle ne s'est pas contentée de donner simplement les actions à mener, mais il y a tout un rappel sur la maladie, comment y penser, comment en faire le diagnostic. Cette instruction, elle a été complétée récemment en la fin octobre 2025 par un dispositif pour réactiver justement tout le dispositif de surveillance, insister sur la déclaration et définir les choses pour que la surveillance et la remontée des informations se fassent le plus rapidement possible, parce que là, c'est une question de vitesse. Alors, dès lors que le patient est suspect, confirmé, on ne va pas attendre la confirmation évidemment, mais dès lors qu'on a la suspicion, le patient va être isolé, hospitalisé. Le repos est très important parce que vous l'avez vu, cette forme sévère avec l'atteinte myocardique peut être responsable de décès. Appliquer toutes les mesures de protection, réaliser les tests comme on l'a dit, mettre en route immédiatement, parce que là c'est une course de vitesse, la sérothérapie. Le sérum antidiphtérique doit être mis en place très rapidement avant que la toxine ne se fixe sur les tissus, parce que si elle se fixe sur les tissus, il devient inefficace. Et on va associer l'antibiothérapie et puis évidemment faire la déclaration de la maladie et commencer l'enquête et envisager donc la vaccination des sujets contacts et poursuivre l'action. Alors dans la prophylaxie post-exposition, donc toutes les personnes qui sont en contact, évidemment, doivent être prélevées, les échantillons doivent être mis en culture et il faut administrer un traitement par la pénicilline ou l'érythromycine. Les personnes qui ont été exposées, on doit vérifier leur statut vaccinal et compléter leur vaccination de façon très importante. Il n'y a pas d'indication à mettre de l'antitoxine diphtérique et on va surtout se focaliser sur la vaccination de ceux qui sont incomplètement vaccinés ou qui n'ont jamais été vaccinés. Alors vous savez, le vaccin antidiphtérique, c'est le plus vieux des vaccins qui existent. Il est aujourd'hui chez nous sous la forme d'un vaccin combiné avec 5 autres antigènes. Depuis le 15 octobre, on l'a montré sur les calendriers, on fait 3 doses de vaccin hexavalent à 2 mois, 4 mois, 12 mois. Puis on fait un premier rappel à 6 ans avec un tétravalent. Et ensuite, des rappels à 11 ans avec un vaccin. Là, on va adapter le type de vaccin à l'âge, petit D, grand T, puis à 15 ans, puis ensuite, il faut le savoir, les rappels doivent être faits tous les 10 ans chez les patients et c'est une vaccination qui est à vie. Quand on dit à vie, évidemment, voilà, c'est tous les 10 ans et il faut s'assurer qu'on est à jour de sa vaccination. Ceci est particulièrement vrai pour les professionnels de santé que nous sommes, pour les plus jeunes d'entre nous qui probablement n'ont pas eu la même couverture vaccinale que nous avions à l'époque et qui certainement n'ont pas eu tous leurs rappels en temps et en heure. Alors le schéma vaccinal, on va exiger une couverture vaccinale d'au moins 90% pour une maladie comme la diphtérie.
Voici donc pour rappel ce qui vous a déjà été montré pour ce calendrier. Euh, on va, voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Et donc, on va simplement vous montrer les vaccins que nous avons actuellement. Donc, l'hexavalent, avec la possibilité donc, cette possibilité d'avoir ce vaccin combiné. Et lorsque, par exemple, vous voyez qu'un enfant n'est pas vacciné par la diphtérie, c'est qu'en réalité, il n'est pas vacciné non plus pour d'autres maladies du PEF qui sont tout aussi mortelles que celle-ci. Le vaccin tétravalent, qui comporte donc, qui va être utilisé maintenant au-delà de l'âge de 7 ans, on peut, la circulaire, l'instruction de février 2025 a bien précisé que ce vaccin avait la MM jusqu'à 11-13 ans. Et donc, pour les besoins de campagne, comme on est en train de le faire dans le cadre de campagnes de rattrapage, dans le cadre de campagnes dans des périodes d'épidémie, on peut parfaitement utiliser ce vaccin au-delà de l'âge de 7 ans, voire jusqu'à l'âge de 11-13 ans. Donc, lorsque les sujets contacts sont non vaccinés ou à statut inconnu, on revient sur notre schéma 2+1 avec 2 mois d'intervalle et un rappel à 6 mois. Et lorsque les sujets contacts sont vaccinés depuis plus d'1 an et moins de 5 ans, on va administrer une dose de rappel seulement, soit avec un grand D grand T ou un petit D grand T. Je vous montre ici les tableaux qui existent, qui peuvent vous aider à savoir comment vous allez faire votre rattrapage en fonction de la tranche d'âge, 1, 5 ans, 6, 7 ans, voire même au-delà de 7 à 14 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour quelqu'un qui n'a pas reçu sa dose complète, regardez le nombre de doses qui sont nécessaires. Et pour diphtérie, c'est toujours 3 doses qui sont nécessaires, que ce soit, quelle que soit la tranche d'âge. Donc, en conclusion, la diphtérie, malheureusement, est de retour. Nous sommes en période d'épidémie. Nous devons tous, de nouveau, comment dire, réajuster les bretelles, si j'ose dire, et reprendre les actions les plus importantes. D'abord, la prévention primaire, qui est cette vaccination pour assurer une forte immunité de la population, et ensuite la prévention secondaire à la recherche des contacts étroits pour traiter ces personnes et enrayer le cycle de la contamination. Traiter les malades, bien entendu, vacciner en priorité les groupes à risque, les moins de 5 ans, les enfants d'âge scolaire, les personnes âgées, voilà, et surtout le milieu professionnel, comme je l'ai déjà dit. Et là, je m'adresse à nos collègues pédiatres qui nous écoutent. Et donc, n'oubliez pas d'aller vérifier votre statut vaccinal et de vous faire vacciner et de vous faire votre rattrapage d'été. Et je vous remercie. On va passer, je pense, à... Voilà, ça, j'ai mis cette diapositive parce qu'en fait, tout ce que je vous ai dit se trouve dans l'instruction diphtérie du 5 avril 2023, également sur la maladie et sur la façon d'utiliser les vaccins dans le guide pratique de mise en œuvre du calendrier national de vaccination. La diphtérie, l'angine diphtérique avait été déjà bien discutée et on a fait de nombreuses formations en prenant pour base le guide de prise en charge des infections respiratoires aiguës de l'enfant qui est paru en 2023. Et puis enfin, vous avez un document de l'OMS de février 2024 qui vous redonne exactement toutes les étapes à suivre pour aller vers la réussite. Je pense qu'on va maintenant cibler un peu une population particulière qui est le prématuré, pour lesquels il y a beaucoup on va dire, de méconnaissance, peut-être d'hésitation, de peur. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire ou ne pas faire chez le prématuré quand le vacciner. On a tendance à penser qu'il est très fragile et que donc il vaut mieux attendre un petit peu. Donc, c'est le professeur Smati qui va remettre un peu de l'ordre dans toutes ces notions. Ah, merci. Donc, après polio-diphtérie, le prématuré, il est aussi concerné et bien concerné par ces vaccinations parce qu'il est né avant 37 semaines d'aménorrhée, donc il n'a pas fini son terme dans le ventre de sa mère. Donc, le 8e mois de grossesse, il lui manque tout un mois. Et sa particularité, c'est que lui, il est à risque important de faire des infections en nombre et de les faire graves.
surtout pour la coqueluche, l'hémophilus, les infections pneumococciques, l'hépatite B, qui sont toutes des maladies pour lesquelles nous avons la prévention. Et le vacciner, et vacciner tous ces nouveau-nés nés prématurément, eh ben, ça va apporter un bénéfice dans cette population. Donc, il faut ni refuser de les vacciner, ni la retarder. Il faut les vacciner comment? Ben, comme tous les autres enfants. On n'utilise pas l'âge corrigé comme on le fait dans certaines situations, mais leur âge chronologique. Nous sommes le 24 novembre. Un enfant qui est né octobre, septembre, le 24 septembre, il a aujourd'hui 24 novembre, 2 mois. On lui fait son vaccin à 2 mois d'âge chronologique. Alors, celui qui est né prématurément, mais également celui qui est de faible poids, et ça c'est le contenu du guide de vaccination, ils ont un risque du fait de ces pathologies de faire des apnées post-vaccinales, surtout chez celui qui est né très grand prématuré. Par cela, on entend le moins, on ne parle pas de 37 semaines, mais le moins de 32 semaines, qui a pesé moins de 1500 grammes. Non seulement on va le vacciner en temps et en heure, à 2 mois, 4 mois, 12 mois, mais entre les deux, on va mettre un vaccin additif à 3 mois et on va faire ce qu'on faisait avant 2016, c'est-à-dire un schéma 3+1 pour ces prématurés. Les grands prématurés qui sont nés avant 28 semaines de gestation, qui sont encore hospitalisés à l'âge de 2 mois, il faut les vacciner à 2 mois, même s'ils sont à l'hôpital, sous surveillance cardio-respiratoire pendant 48 heures pour leur première vaccination. Par contre, ceux qui sont nés avant 28 semaines et qui à 2 mois sont chez eux, ben on les vaccine strictement, normalement, comme les autres. Et c'est que comme ça qu'on pourra leur éviter ce dont on vient de parler, la diphtérie et la polio, et ce dont va parler Madame Boukari maintenant, qui est un autre problème mondial, celui-là, la coqueluche. Bien, donc je reprends avec la coqueluche, juste pour vous rappeler que la coqueluche, c'est aussi une des causes de mortalité infantile des plus importantes. Elle est probablement dans le top 10 des causes de mortalité. Et ce sont les enfants de moins de 3 mois qui payent le lourd tribut. Je vous montre simplement cette évolution de l'incidence de la coqueluche en Algérie. Toujours de la même façon, des pics, des flambées épidémiques qui étaient très importantes tant que la vaccination, le programme élargi de vaccination n'était pas bien encore assis avec une bonne couverture vaccinale. Puis lorsque la couverture vaccinale a atteint un taux supérieur à 90%, voire 95%, il y a eu disparition totale des cas de coqueluche. Et comme d'une façon générale, ben, ça a été de la même façon, les gens ont oublié, l'utilisation des outils diagnostiques se font moins, les déclarations non plus ne se font pas, et puis jusqu'au jour où on se retrouve devant une petite flambée épidémique. C'est ce qui s'est passé en 2013 dans la région de Blida, Tizi Ouzou, mais ça vous vous rappelez tous de cette période-là, où il y a eu quand même près de 400 prélèvements et pour la moitié d'entre eux confirmés par PCR à l'Institut Pasteur. Et ce qu'on a appris, c'est que parmi les cas confirmés, bien, la majorité étaient de petits nourrissons de moins de 6 mois, non vaccinés à 80%. Donc on commençait déjà à avoir des problèmes de couverture vaccinale. Et puis, surtout, que dans 80% des cas, c'était les sujets qui vivaient au contact des enfants qui étaient les contaminateurs, et en particulier la mère. À la suite de toutes ces données qui ont été récoltées, c'est pour ça que c'est important, eh bien, on a adapté la stratégie vaccinale et on a donc, ça a amené les modifications qui ont été faites dans le calendrier vaccinal. C'était une des raisons pour lesquelles le calendrier vaccinal avait été modifié et où on avait adopté un schéma 2+1 avec un rappel à 6 ans qui n'existait pas auparavant. Je ne refais pas toute l'historique du calendrier, mais simplement je vous montre en 2016 comment on était. On était 2+1 et un rappel à 6 ans qui devait intervenir non pas sur la cohorte de départ, mais ensuite, par la suite. Et puis, depuis octobre 2023, on est avec un hexavalent. L'hexavalent contient un vaccin coquelucheux acellulaire, alors qu'on était sur un germe entier jusque-là, mais on est toujours sur un schéma 2+1. Le fait qu'on a utilisé un vaccin hexavalent, ça a probablement peut-être contribué à, depuis 2 ans, améliorer un petit peu la couverture vaccinale qui, Madame Smati vous l'a montré, s'était véritablement effondrée tout de suite après le Covid, où on avait eu des gros soucis de couverture vaccinale.
Dans l'évolution de la suite, et on peut parler de ce qu'on a vécu l'année dernière, en 2024, ça a été montré dans le congrès de la SAP, et bien sur 104 enfants confirmés par PCR, la majorité était âgée de moins de 3 mois, avec un âge moyen à peu près de 56 jours. Et puis, curieusement, la majorité des cas diagnostiqués pendant l'été. On retrouve la notion que c'est le parent tousseur qui est le contaminateur, le plus souvent la mère, et on a affaire à des formes très sévères, puisqu'on a eu 19 cas de coqueluche maligne, dont 10 décès, et une mortalité au final qui était de 12%. Ça, ce sont les données de l'Institut Pasteur d'Algérie. Je remercie Madame Talim Amar et Madame Mahran de nous avoir donné ces chiffres pour montrer simplement que là aussi, on est sur 80% de positifs. Et cette fois-ci, on voit très bien que c'est plusieurs régions du pays qui sont touchées. Et on refait la même constatation, c'est que 80% sont non vaccinés ou partiellement vaccinés. Donc regardez, il n'y a pas photo, lorsqu'il n'y a pas de vaccination, lorsque la couverture vaccinale baisse, les maladies réapparaissent. Et les maladies vont réapparaître et être particulièrement graves sur les plus vulnérables, c'est-à-dire les tout petits nourrissons. Donc voilà, ça a montré les lacunes, qu'on n'a pas de notification, qu'on n'a pas vraiment de surveillance de la coqueluche, qu'on a un faible taux de confirmation biologique et que tout ceci fait qu'il faut vraiment, là aussi, revoir les choses. C'est ce qui s'est passé également dans les autres pays du monde. Regardez, vous voyez la même courbe avec ce creux au moment du Covid et cette remontée très importante. Et sur cette remontée très importante, non seulement il y a les petits nourrissons, mais il y a aussi les adolescents. Donc cette augmentation de la coqueluche un peu partout dans le monde a fait qu'on s'est posé beaucoup de questions pour savoir quelle était l'explication de tout cela. Est-ce que c'était lié au vaccin ou pas au vaccin? Mais ce qui semble le plus important, c'est que sur le plan épidémiologique, on a un changement total. Et dans ce changement total, on a une modification de la transmission, plutôt des adultes qui vont contaminer les tout petits bébés et les tout petits bébés qui n'ont pas encore le temps dans les 2-3 premiers mois, d'être correctement protégés. Donc ça, c'est ce que vous a montré tout à l'heure Madame Smati, et vous avez vu que cette baisse de la couverture vaccinale qui s'est un petit peu corrigée, elle est toujours là. Alors l'OMS, depuis longtemps, depuis 2015, a dit qu'il fallait mettre un vaccin anti-coquelucheux le plus tôt possible. 8 semaines, voire 6 semaines. Donc nous, on est à 2 mois et qu'il faut atteindre des couvertures très élevées. Et puis, il dit également l'OMS que maintenant, il faut aller cibler justement les contaminateurs. Et parmi les contaminateurs, majoritairement la maman. Donc, il faut la vacciner non seulement pour la protéger, mais surtout, l'objectif, c'est pour protéger son bébé parce que ce sont ces tout petits nourrissons qui n'ont pas encore eu l'âge d'être vaccinés qui vont être contaminés. Donc, cette vaccination de maternelle est considérée par l'OMS comme la stratégie la plus coût-efficace. Et c'est ce qu'elle recommande maintenant. Vous voyez, évidemment, ce sont les pays développés qui ont le plus ici adopté cette vaccination, avec des taux de couverture vaccinale d'ailleurs qui sont pas tout à fait, qui sont assez hétérogènes, mais certains pays ont réussi leur pari et ont eu des taux de couverture de vaccination des mères de façon très importante. Donc c'est une piste pour nous, c'est une stratégie pour nous, à condition que justement on améliore notre communication et qu'on fasse de la communication envers les mères et que les choses puissent être recommandées par un professionnel de santé. Je passe sur l'efficacité de cette vaccination, donc il y a plusieurs articles. Je passe aussi sur la sécurité et la tolérance, puisqu'il n'y a aucun facteur de tolérance qui est apparu. Simplement pour revenir sur cette diapositive que je veux partager avec vous, parce que vraiment, en matière de coqueluche, on est dans un continuum. On part de la maman pendant la grossesse. Ensuite, on protège le tout petit bébé le plus tôt possible dès l'âge de 2 mois et on continue à protéger par les rappels aussi bien l'adolescent que les plus âgés. Donc, c'est actuellement au sein du comité technique de vaccination la proposition qui est faite d'un schéma vaccinal de la maman à chaque grossesse entre la 27e et la 36e semaine pour justement arriver à réussir cette
réduction et ce contrôle de la coqueluche, bien que l'on sait que la coqueluche est une maladie qui évolue par résurgence tous les 3 à 5 ans. C'est une bactérie qui est difficile à éliminer et qui va probablement continuer à circuler, mais on peut réduire en tous les cas les méfaits de cette bactérie. Je pense qu'on peut maintenant simplement revenir à la vaccination. Jusque-là, on a parlé des vaccins et des maladies prévalentes, de ces maladies, disons, un peu réémergentes, parce qu'on a traversé cette période de baisse de la couverture vaccinale. Mais rien ne nous empêche de penser aussi les vaccins du futur et de se poser des questions et de se positionner sur des vaccins recommandés ailleurs dans le monde et qui devraient être dans notre calendrier. Donc, je repasse la parole à Madame Smati qui va nous parler de l'HPV dans le PEV en Algérie. Merci, Rachida. Donc, le PEV, c'est un futur qu'on espère très proche, hein, parce que la réflexion, elle est menée depuis quelques années dans le pays, hein, depuis plus de 10 ans. Et on a eu un séminaire au mois de septembre dans lequel on y a eu une réflexion du comité technique de vaccination élargi à quelques oncologues anapathes et pour lequel on a fait des propositions dont on va parler. Alors, qu'est-ce que ça représente, le papillomavirus? Chaque année, ça c'est les données 2022, ben, dans le monde, on voit le nombre de nouveaux cas avec son lot de décès. Ben, dans le monde, 600 000 cas, 300 000 décès, une incidence très importante. C'est le 8e cancer au niveau mondial parmi les cancers féminins, le cancer du col. En Algérie, chaque année, 1799 cas et presque autant qui décèdent. Et quand on sait que l'âge du diagnostic de ce cancer est de 52 ans, alors que l'espérance de vie actuellement en Algérie pour une femme est de 81 ans en 2023, eh ben, si on ne l'a pas mutilée, si elle est décédée, ben, on a écourté sa vie de 30 ans, alors qu'il y a des moyens qui ont fait l'objet de recommandations par l'OMS. Et actuellement, tous les rendez-vous, c'est en 2030. C'est l'agenda d'immunisation 2030, dans lequel on dit au milieu que 70% des femmes devraient avoir un dépistage avec un test de bonne qualité à 35 ans et à 45 ans, que 90% de celles qui ont eu la maladie soient traitées, mais surtout à l'extrême gauche, que 90% des filles soient entièrement vaccinées contre le papillomavirus humain à l'âge de 15 ans. Et ce n'est que comme ça que cette stratégie mondiale qui vise à éliminer un cancer qui est évitable, il y a des pays qui sont en passe de l'éliminer, puissent atteindre une incidence inférieure à 4 nouveaux cas pour 100 000 femmes. C'est l'objectif que le monde s'est assigné. En Algérie, eh ben, on a eu un plan cancer en 2015-2019 qui avait inscrit dans la mesure 36 la vaccination HPV. Ce programme très vaste, parce qu'il parle de tous les cancers, avec Covid, bien entendu, a été interrompu, n'a pas mis en place cette vaccination. Et le nouveau plan national cancer 2023-2030 a inscrit cette vaccination dans les activités de l'Algérie. L'infection initiale à papillomavirus, qui se fait par simple contact, hein, quasiment obligatoire, va faire, si on n'a pas éliminé le virus, parce que la plupart du temps on va l'éliminer, qu'il y a une infection persistante la première année, avec des lésions de bas grade. Au bout de 5 ans, ben, ces lésions deviennent de haut grade, et au bout de 10 ans, c'est un cancer. Si on vaccine, c'est-à-dire que l'on va mettre la vaccination contre l'HPV au moment où les sujets sont avant la contamination, eh ben, on va arrêter toute la progression de cette maladie et la vaccination, c'est véritablement la meilleure activité de prévention primaire. On voit ici la répartition des HPV de bas risque 16-18, de haut risque et leur part à droite dans le cancer du col. Si on réunit l'HPV 16 et 18, eh ben c'est 70% des cancers du col dans le monde. Et si on associe à ces deux d'autres sérotypes, eh ben on est à 83% de sérotypes qui sont à l'origine de ces cancers du col. Mais la maladie,
on parle du cancer du col. Dans sa forme chronique, le papillomavirus, il est associé à 9 cancers. Bien sûr, le cancer du col, c'est quasiment lui, 99,7. Mais le cancer de l'anus également, du vagin, du pénis, de la vulve, de l'oropharynx, du larynx et de la cavité buccale, donc des hommes et des femmes. Et que, à l'avenir, il ne faut plus voir la vaccination que le col et la femme, mais intégrer l'homme dans cette prévention, parce qu'on a affaire à une vaccination qui a un impact en termes de décès évités pour 1000 personnes vaccinées, qui est quasiment celui de la rougeole, que personne ne discute, parce que la rougeole, c'est 16,5, et bien l'HPV, c'est vraiment très important, parce que c'est 15,1. À l'échelle mondiale, qu'est-ce qu'on a? En décembre 2024, on voit ici tous les, là où il y a du bleu, c'est qu'il y a la vaccination qui est mise avec des schémas différents dans 78 pays, et on espère qu'à l'horizon 2030, les 194 pays de l'OMS auront intégré cette vaccination. Nous, on espère le faire avant 2030. Pour mettre cette vaccination, ben, on s'appuie toujours sur les recommandations de l'OMS, et les dernières, c'est 2022, qui a donné comme première cohorte les premières personnes à vacciner en priorité, qui doit être la cible, qu'il faut vacciner, mais avec une couverture de 90%, c'est les filles de 9 à 14 ans, et elle met un schéma à 1 ou 2 doses. Alors, quand on va vacciner ces filles-là, eh ben, entre 9 et 14 ans, c'est-à-dire à un âge où elles n'ont pas encore eu le contact avec l'HPV, où elles sont très immunogènes, c'est-à-dire quand on va les vacciner, elles vont faire beaucoup d'anticorps protecteurs. Et pour introduire un vaccin, au-delà de l'âge, eh ben, il faut assortir ça pour optimiser les ressources d'autres conditions. Il faut que cette vaccination rentre dans une activité qu'on a déjà. Donc 9-14 ans, vous avez compris que chez nous, ça sera au collège. On peut l'administrer avec un autre vaccin, eh ben, on a le DT déjà. Nous le ferons pour tous les élèves, à la fois des structures, des écoles publiques et privées. Et en Algérie, comme on l'a toujours fait, on ne commence pas par région, mais à l'échelle nationale. Ce qui revient à dire que l'HPV sera associé en première année moyenne avec le DT. Alors, le poids de la maladie, ben, on le voit, c'est à la fois les hommes et les femmes sur ce nombre-là, ce qui nous amène à dire, quand certains se posent pourquoi les garçons, eh ben parce que les cancers de l'oropharynx, qui sont les plus fréquents chez les hommes, eh ben on n'a pas de test de dépistage avant les manifestations et avant la découverte du cancer pour l'oropharynx, la tête et le cou. Et aussi, quand on associe les filles et les garçons, ce qui a été acté par M. Fourard, directeur de la prévention en Algérie, ça va permettre de déstigmatiser les femmes sur cette pathologie. On va les vacciner avec quoi? Eh ben, dans le monde, il y a des vaccins qui comprennent 2 génotypes, 16-18, 4 sérotypes, 16-18, 6-11, et la plus large combinaison, c'est 9 génotypes. On voit les fournisseurs et les préqualifications de l'OMS qui sont importantes pour nous quand on choisit un vaccin. On voit ici les données que le professeur Mohamedi, qui est la responsable de l'Institut Pasteur de Sidi Fradj, qui s'occupe de l'HPV, entre 2015 et 2019, le nombre de cas qu'elle a colligés et parmi lesquels elle a donné les résultats par PCR des HPV hautement, c'est-à-dire cancéreux, quoi, à haut risque, pardon, et sa distribution de ces génotypes de haut grade font que 53, c'est des 16, 8, c'est des 18, et 40%, c'est les autres sérotypes. Donc, il est clair que le vaccin 16-18 ne sera pas pour nous une bonne option. Si on veut, il nous reste à choisir entre un quadri et un non-avalent, et bien ça dépend de la couverture vaccinale que l'on veut faire sur les sérotypes que l'on a, et on peut aller à 70% avec un bi ou un tétravalent, mais si on veut aller à 90%, ben ça sera un vaccin non-avalent. Donc ça, c'est ce que l'OMS a mis comme cible, mais il faut revenir aussi sur ce qu'elle a précisé. 1 ou 2 doses, une dose, si on veut rattraper au-delà de 14 ans. Et après 1 ou 2 doses, or tous les vaccins ont l'AMM dans l'enregistrement pour 2 doses. Et bien pour cela, l'OMS a fait des propositions pour spécifiquement
le vaccin papillomavirus où elle va nous aider à le choisir, mais surtout, elle a donné une note dans laquelle elle dit qu'on peut utiliser ORAMM une fois que le vaccin est enregistré, ça c'est le réglementaire, ou préqualifié par l'OMS pour l'Algérie. Le groupe consultatif technique de la vaccination, nous c'est le comité, c'est pas un groupe, il peut émettre la recommandation de santé publique pour utiliser ce vaccin ORAMM à raison d'une dose dans la mesure où ce vaccin efficace aura un impact important parce qu'on va cibler les premières années moyennes. Il sera dans l'équité parce qu'on va faire filles et garçons, public et privé à l'échelle nationale. Une dose est mieux acceptée que si on fait un deuxième passage. La faisabilité parce qu'on n'a pas de passage en deuxième année moyenne dans notre système de santé scolaire et créer cela avec toute la lourdeur de la tâche serait compliqué. Et donc, il faut que tout cela soit aussi associé, ça c'est ce qui relève du comité, de ceux qui vont financer l'État. Donc, il faut que ce soit coût efficace et ce sont les économistes de la santé qui vont nous aider à faire à l'avenir le choix de ce vaccin qui était là et qu'on espère dans un avenir proche avoir l'HPV au niveau de la première année primaire. Ce vaccin, plus que tous les autres vaccins, représente ce qui est actuellement, selon l'OMS, une menace sur la santé publique, c'est l'hésitation vaccinale. En 2015, l'OMS elle a commencé à dire que l'hésitation face à une vaccination, c'est quand on retarde ou qu'on refuse une vaccination alors qu'elle est sûre et qu'elle est disponible dans le pays. Et elle a fait un rapport sur cette hésitation vaccinale qui est un véritable fléau à l'échelle mondiale, puisque sur les 10 menaces qui pèsent sur la santé depuis 2019, eh ben, l'hésitation à la vaccination est importante. Et sur le diagramme de haut, c'est le nombre de publications, alors il faut les lire de la gauche de la droite à la gauche. Le nombre de publications est en train d'augmenter parce que ce point est en train d'être vraiment présent dans tous les pays, chez nous également, on ne l'a pas évalué. Il y a des données dans cette étude-là où on a interrogé les parents s'ils étaient d'accord ou non en considérant pas d'accord avec l'innocuité des vaccins, les gens qui ne sont pas d'accord, et bien à l'échelle mondiale, il y avait 13% qui n'étaient pas d'accord. Les autres, ils étaient d'accord. Et ceux en haut à droite, pas d'accord avec l'innocuité des vaccins, une moyenne, regardez le pays qui est la France qui avait 44%, et bien grâce aux actions qu'il a menées, s'est retrouvé maintenant dans de meilleures situations par le fait d'avoir expliqué qu'un programme de vaccination, il n'est efficace que si on a bien vacciné toute une population, donc on a analysé une couverture vaccinale, c'est ce qu'on utilise le plus communément, qui est évoqué, qui est disponible, mais également d'autres paramètres qui malheureusement ne sont pas aussi suivis de façon rigoureuse que l'efficacité par la couverture vaccinale et qui pourtant, l'OMS le dit, il faudrait qu'à l'avenir, on intègre aussi une mesure, un baromètre de la confiance dans les vaccins pour pouvoir faire des propositions. Et l'indice de confiance dans les vaccins, eh bien, il va nous permettre, en fonction des indicateurs qu'on a dans le pays, de mesurer les changements qu'il y a, les menaces qui vont peser, d'identifier les domaines où il faut renforcer la confiance, où il faut surtout, quand on adopte de nouveaux vaccins, notamment comme le vaccin de l'HPV, qui est un vaccin qui a une connotation de transmission sexuelle. Donc on voit que parmi tous ceux au milieu qui acceptent, pour certains, retardent ou refusent, il y a à l'extrême gauche ceux qui acceptent complètement tous les vaccins et ceux à droite qui refusent tous les vaccins. Alors, est-ce que cette hésitation, elle est identique dans tous les pays? Non. Est-ce qu'elle est la même pour tous les vaccins? Non, on le sait chez nous. Mais en tout cas, dans tous les cas, et Mme Boukari nous l'a montré à travers Coqueluche, que maintenant la vaccination, il faut l'avoir la première année, mais à tous les âges, parce qu'on aura besoin d'adolescents, la femme enceinte pour la coqueluche, les sujets âgés, parce que les Algériens vivent longtemps, ils vieillissent, ils ont de l'immunosénescence, et on est appelé à vacciner des nouveaux groupes qui n'étaient pas antérieurement vaccinés, et il faut s'accaparer de ce problème, y penser et apporter les éléments qui sont nécessaires pour combattre cette hésitation
là, au mois de juin 2025, l'OMS, dans son weekly, a considéré que la mésinformation, la perte de confiance dans les vaccins, eh ben, elle va compliquer tous les efforts qui ont été accomplis. OMS, UNICEF et Gavi, en 2025, ont considéré que la mésinformation était le principal sujet de préoccupation, qui se surajoute à quoi? À une situation géopolitique, notamment dans certaines régions, notamment la région Afrique, à une fragilité des financements, parce que les vaccins coûtent de plus en plus cher, qui vont mettre tous les systèmes de santé à rude épreuve, et qu'il faut qu'il y ait un engagement communautaire, il faut qu'on soit tous formés pour être sûr que ces vaccins sont nécessaires, qu'ils sont là, qu'ils sont présents, et pour ce faire, eh ben, la numérisation va nous aider à lever la réticence parce que on va pouvoir utiliser les nouveaux modes de communication des jeunes notamment, les réseaux sociaux, pour mettre un terme à cette mésinformation à l'échelle mondiale. Alors, on a parlé de toutes les couvertures qu'on avait, on a parlé des données concernant les vaccins que nous avions, on a parlé de l'HPV avec les propositions qui ont été faites à la direction de la prévention pour introduire cette vaccination, dont il reste à affiner quelques points. Et Madame Boukari va maintenant, pour finir cette rencontre avec vous, avant de passer aux questions qu'on vous invite à commencer à préparer, va nous parler d'un autre fléau mondial que sont les infections AVRS. Bien, donc, on ne voulait pas finir cette session actualité en vaccinologie sans vous parler de ce qui se passe en matière de prévention de l'infection à VRS. Vous savez très bien que le VRS représente un fardeau très important chez l'enfant, chez le très jeune enfant, mais on le sait maintenant aussi chez l'adulte. On sait que cette infection à VRS est responsable d'une morbidité importante avec de nombreuses hospitalisations. Elle est responsable également de mortalité, contrairement à ce qu'on a pensé pendant longtemps. Et donc, aujourd'hui, il est absolument important d'essayer d'inverser un petit peu les choses puisque des solutions existent. Tout le monde, tous les pédiatres du monde entier connaissent exactement les mêmes difficultés pendant la période de la saison du VRS, c'est-à-dire généralement dans l'hémisphère nord de octobre au mois de mars. Et on a tous cet afflux de patients qui arrivent tous en même temps, ces services d'urgence débordés, etc. Et donc, ce qu'on voit, nous, par exemple, en milieu hospitalier, c'est la partie tout à fait haute de la pyramide, les hospitalisations soit en réa, soit en unité de soins intensifs, ou les hospitalisations en service de pédiatrie, mais il y a également tous ces passages d'urgence et il y a aussi toutes ces consultations en ambulatoire qui sont très, très importantes. Donc, une charge de morbidité très importante et un coût très élevé de cette morbidité. En Algérie, on n'est pas en reste, on a à peu près la même épidémiologie que beaucoup de pays, c'est-à-dire une fréquence élevée de cette maladie, de ces infections AVRS chez nous. On n'a malheureusement pas beaucoup de données pour vous dire un petit peu l'ampleur de cette charge de morbidité et de mortalité. Mais on a quelques données sur le rôle des virus respiratoires dans les infections respiratoires basses de l'enfant. Et donc, ça, c'était un travail qui avait été fait à Blida, par M. Derard et l'équipe de Blida à l'époque, où on avait quand même mis la place du VRS qui était de l'ordre de 50%, même s'il y avait les autres 50% qui étaient du rhinovirus et du métapneumovirus. Comme ce qui a été observé dans le monde, eh bien, on a vu que il y a eu des modifications sur le plan épidémiologique avec un âge de plus en plus jeune. Et vous avez tous dans les services, même ces nouveau-nés que vous voyez et ces tout petits nourrissons qui viennent pour une infection à VRS. Et donc, il est important qu'on puisse discuter et commencer à réfléchir aux stratégies pour réduire ce risque de VRS, d'autant que ce qui se passe dans le monde et la littérature mondiale dans ce domaine est particulièrement riche depuis ces 3 dernières années. Alors, les options, on sait qu'on a soit l'immunisation passive à travers la vaccination de la mère
ou à travers l'utilisation d'anticorps monoclonaux. On va parler essentiellement des anticorps monoclonaux de longue demi-vie, ou bien l'immunisation active avec une vaccination du nourrisson. Vous le savez, ça a été la première recherche qui a été faite, mais malheureusement, elle n'a pas abouti. Et actuellement, il y a encore beaucoup de vaccins du nourrisson qui sont à l'étude et qui sont en phase 2, etc. Donc, on va s'intéresser surtout aux deux autres stratégies, en particulier les stratégies qui visent à contrôler la circulation et les effets du VRS. Bien sûr, on sait que toutes les mesures barrières qu'on a appliquées pendant le Covid, elles sont très efficaces. Elles sont efficaces parce que le Covid l'a montré. Le VRS a disparu comme tous les autres virus et les autres bactéries. Malheureusement, ce sont des mesures qui ne sont pas tenables dans la durée. Donc, il faut d'autres mesures. Alors, le vaccin contre le vaccin maternel a été mis sur le marché en 2023. Il est actuellement utilisé. La prophylaxie ou l'immunisation passive par des anticorps monoclonaux, vous en connaissez au moins un, le palivizumab, parce que c'est le seul qui existe en Algérie pour la prophylaxie du VRS depuis 2023. On verra où on n'a pas vraiment de données sur l'utilisation actuelle, etc. On a le nirsevimab qui a l'avantage d'être une demi-vie prolongée, donc il suffit d'une seule injection. Et on a également le clesrovimab qui est un peu le deuxième médicament qui a les mêmes effets que le nirsevimab. Et comme on dit toujours, quand il y a deux médicaments sur le marché, c'est mieux qu'un parce que ça permet de baisser les prix. Parce que ces deux ont à peu près les mêmes indications. Alors, cette image, juste pour vous montrer où sont justement ces anticorps monoclonaux par rapport au palivizumab et pour vous montrer que vous avez en bas la potentialité de neutralisation du VRS par son action sur la protéine F à l'état de préfusion et post-fusion. Et vous voyez ici que on est plus efficace avec le palivizumab et les autres vaccins plutôt qu'avec ceux de première génération. Je vous rappelle que le palivizumab, il existe depuis la fin des années 90. Alors, on va ensuite regarder pour cet anticorps monoclonal qui est actuellement le plus utilisé dans le monde, qui a été autorisé, le palivizumab qui a été autorisé en 98, en Algérie en 2024. Il a sa demi-vie courte et donc il faut faire 5 injections en pleine haute saison, ce qui pose des problèmes programmatiques. Mais il a rendu beaucoup de services dans les pays où il a été utilisé. Dans ces pays-là, il est maintenant totalement remplacé par par l'anticorps monoclonal nirsevimab, qui montre qu'il y a une bonne protection, qu'il est disponible dans presque tous les pays européens. On va voir une carte et voilà cette carte qui vous montre l'utilisation du nirsevimab dans le monde. Les publications, elles sont arrivées au fur et à mesure. Ça a été pendant le Covid qu'on a pu faire justement ces études et ça a accéléré la recherche et on a eu des résultats qui étaient tout de suite au-delà des espérances et qui ont fait que très rapidement le nirsevimab a été enregistré et a obtenu les AMM. Regardez toutes les publications qui sont là, qu'il s'agisse des bronchiolites en ambulatoire qui diminuent de façon très importante, qu'il s'agisse des bronchiolites, de la diminution des formes sévères et des hospitalisations des formes très graves de bronchiolite. Donc tous les résultats plaident pour cet anticorps monoclonal. Évidemment, il y a un schéma à appliquer, il y a une posologie. Tout ça, le moment venu, on saura exactement comment faire les choses. Il y a également un timing à respecter parce qu'il faut que cet enfant reçoive cet anticorps monoclonal pour qu'il soit protégé au moment de la saison du VRS. Donc, ça ne servira à rien de le lui faire s'il naît entre le mois d'avril et le mois d'août, par exemple. Il faudra le faire à partir de la fin août et de septembre pour lui couvrir la saison du VRS. Alors, regardez ici, on voit très très bien l'efficacité en fonction de l'âge, en mois, et l'efficacité en fonction de la saison. Donc l'intérêt maximum, c'est en vert foncé. On sera efficace si il est encore actif pendant la période de la saison du VRS, c'est-à-dire de octobre à mars, et s'il cible les plus petits, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 8 mois.
Donc c'est un peu tout ça qu'il va falloir bien établir. Les très bons résultats qui ont été publiés un peu partout dans le monde, parce que maintenant on est à la troisième année, comme on dit, ils sont à la saison 3, et il y a eu un grand nombre de publications des pays, chaque pays a donné son expérience. Ça, c'est l'expérience espagnole en Galice, où ils ont réussi le coup de force d'avoir une couverture de près de 92% des enfants qui ont été immunisés et avec des vaccinations également de rattrapage et évidemment tous les nouveau-nés à risque ont été ciblés. Alors, l'utilisation d'un anticorps monoclonal cible les nouveau-nés d'une façon générale parce que la bronchiolite, elle touche en très grande majorité les nouveau-nés sains et les nouveau-nés bien portants. Bien entendu, elle touche également les prématurés, mais numériquement, elle va toucher toutes ces populations. Et donc, il faut cibler toute cette population. En ce qui concerne qui est considéré comme très efficace, qui est appliqué dans plusieurs pays, que vous voyez ici. Les pionniers ici, ça a été les Argentins. Ils ont pu montrer leur expérience de cette vaccination maternelle qui a montré son efficacité et regardez le taux de couverture vaccinale de presque 63%, ce qui est énorme pour une couverture vaccinale maternelle et l'impact sur la santé publique parce qu'ils ont eu une réduction très importante du nombre d'hospitalisations parmi les enfants de moins de 6 mois. Alors, la vaccination, elle doit être opérée à une date donnée pendant la grossesse, entre la 32e et la 36e semaine, de façon à ce que les anticorps maternels qui vont être transférés de façon passive puissent être transférés au bébé et ils vont avoir une durée de vie d'à peu près 6 mois, on va dire 5-6 mois, et pendant cette période de 5-6 mois, donc le bébé, il va être justement, pour lui, c'est sa période de vulnérabilité. Alors, que dit l'OMS en ce qui concerne ces deux stratégies, ces deux options, dans son Weekly Report de mai 2025, eh bien, il recommande, oui, compte tenu de la charge mondiale de cette forme grave d'infection AVRS, de utiliser ces deux méthodes. Le choix entre l'un ou l'autre, il considère que les deux sont efficaces et que le choix entre l'un ou l'autre doit tenir compte, eh bien, évidemment, vous vous en doutez, des coûts, du rapport coût-efficacité, de comment on peut financer tout ça, de comment ça peut se passer au niveau de l'approvisionnement, de quelle couverture vaccinale on va avoir si on opte pour une stratégie de vaccination maternelle et de quelle est la faisabilité de tout cela dans le cadre de notre système de santé. Donc, c'est une piste chez nous, en Algérie. C'est un point qui est discuté au niveau du comité technique de vaccination et c'est quelque chose que, évidemment, nous, en tant que professionnels de santé, en tant que pédiatres, en tant qu'utilisateurs, on est comment dire, convaincus de l'efficacité. Reste à réunir toutes les conditions pour pouvoir implémenter ces stratégies et pour surtout qu'elles soient efficaces et qu'elles soient réellement à la hauteur et qu'il faut qu'on ait non seulement une bonne couverture vaccinale, mais qu'on ait l'implication de tout le monde. Parce que pour finir ce webinaire, je pense qu'on peut revenir sur un seul point. Nous sommes les professionnels de santé, vous êtes les pédiatres. Est-ce que vous savez que les mamans ont une confiance très importante envers leurs pédiatres, envers leurs médecins généralistes, et que lorsqu'on lui parle d'une nouvelle vaccination ou lorsqu'on lui parle de vaccination, elle est tout à fait à l'écoute et elle nous fait confiance. Donc on a un rôle à jouer dans toutes ces situations de campagne de rattrapage de vaccination, d'utilisation de nouvelles vaccinations, de tout ce qu'on est en train de dire. Il faut absolument que toutes ces informations soient relayées dans nos consultations. Il faut aussi que le retard vaccinal, qui est en train de devenir malheureusement une clé, soit aussi un élément qui est pris à bras le corps par nous, par les pédiatres, par les médecins généralistes. Et je pense qu'on est arrivé à un terme de ce webinaire. On a, je pense, un petit peu dépassé le temps.
et on va regarder un petit peu les questions et on est à votre disposition pour répondre aux questions. Merci. Donc, on va voir l'affichage des questions et commencer à voir les principales questions que se sont posées nos collègues. Si tu peux me les donner. Alors, on a beaucoup de questions sur un petit peu ce qui peut entraver la vaccination et beaucoup de questions sur est-ce qu'on peut vacciner les enfants lorsque, par exemple, ils sont malades. Lorsqu'il y a, par exemple, une infection respiratoire, une fièvre, est-ce qu'on peut vacciner ou pas? Est-ce que la personne dit généralement moi, je préfère décaler la vaccination. La réponse, elle est variable, hein. D'abord, ça dépend quel âge il a, qu'est-ce qu'il a comme pathologie. C'est une infection respiratoire aiguë. C'est écrit dans le guide de vaccination, rapporté par beaucoup d'écrits. S'il a moins de 38,5, l'infection est bénigne. Il peut, lui, répondre efficacement à la vaccination en fabriquant suffisamment d'anticorps et guérir de sa pathologie et ne pas rater l'occasion de le vacciner. Bien entendu, si l'infection elle est débutante, qu'elle est préoccupante, que on est sûr de ne pas perdre cet enfant, on peut juste décaler de quelques jours et pas de un mois, pas du tout, en aucun cas, et le vacciner. Mais la plupart du temps, les bébés sont en bonne santé. Ils vont faire en période, celle qui est en train de commencer chez nous, des infections respiratoires aiguës. Et pour ces infections, elles sont pour la plupart légères. Donc oui, on peut les vacciner. Et faire le... Il y a une autre question qui revient souvent, c'est euh, euh, je dois faire vacciner mon enfant, mais actuellement, il est sous traitement par corticoïdes parce que, il a fait une crise d'asthme et il est maintenant, ça fait une semaine qu'il est sous corticoïdes. Il va bien, mais est-ce que je peux le faire vacciner? Ouais. Alors, tu veux que je réponde? Oui. Voilà, d'accord. Alors, la corticothérapie est un traitement qui a une place très réduite, hein, en aigu. Si c'est une corticothérapie prolongée, on ne peut pas faire que les vaccins vivants. Cette restriction liée à la corticothérapie, elle ne concerne que les vaccins vivants. Les vaccins inactivés, le seul risque qu'ils ont, c'est de faire moins d'anticorps. Mais ces enfants-là, sous corticoïdes et immunodéprimés, parce que c'est prolongé, on ne va pas les vacciner. Par prolonger, sur un avis d'expert uniquement, c'est 14 jours. Donc, au-delà de 14 jours, la vaccination doit être différée simplement jusqu'à ce que cette immunosuppression induite par la corticothérapie soit levée. Donc, on attend 15 jours, un mois, si c'est des bolus, 3 mois. C'est consigné dans le guide. Par contre, si la corticothérapie n'est pas prolongée, c'est-à-dire moins de 14 jours, ou si elle n'a pas dépassé les productions habituelles, hein, de corticoïdes que nous fabriquons par les surrénales quotidiennement, qui sont de 20 milligrammes, il n'y a pas d'immunosuppression. Et ces enfants-là, il faut les vacciner. Évidemment, il est en crise d'asthme, comme le collègue a dit, il est en pleine détresse. On attend quelques jours que ce soit réglé, mais pas au-delà, et on va le protéger contre cette vaccination. Par contre, je rappelle que les corticoïdes dermocorticoïdes, les corticoïdes inhalés, les corticoïdes nébulisés ne sont pas du tout immunosuppresseurs et qu'un enfant même qui a haute dose de corticoïdes inhalés peut faire ses vaccins vivants. Donc ça concerne ROR essentiellement, et les 3 vaccins vivants qu'il faut retenir qui ont des contre-indications spécifiques dans notre calendrier, bien entendu, c'est pas dans le monde, c'est le BCG, le VPO, quel qu'il soit, hein, qu'il soit trivalent, bivalent, NVPO2, et le ROR. Les autres corticoïdes que l'on utilise pour une substitution, comme l'hydrocortisone pour une pathologie surrénalienne, ne sont pas immunosuppressifs parce qu'ils font que substituer la physiologie et donc pas de contre-indication. Et toutes ces données sont consignées au niveau du guide de vaccination. Par contre, j'ai une question pour toi, moi. Il est dit que cet enfant a une hémophilie. Je suis un enfant qui a une hémophilie. Est-ce que
je peux lui faire les vaccins par voie intramusculaire ou non? Alors, l'enfant hémophile, oui, alors il y a un risque hémorragique, c'est ça qui fait peur aux parents, mais il faut savoir, comme tout autre enfant, il doit avoir ses vaccinations. Il n'y a aucune raison de retarder la vaccination. Classiquement, on dit on ne fait pas d'injection intramusculaire, etc. Mais dans le domaine de la vaccination, il suffit d'utiliser une aiguille fine, de faire l'injection, de comprimer légèrement pendant quelques minutes et ensuite simplement de ne rien faire de plus. Généralement, tous les enfants hémophiles maintenant, aujourd'hui, dans notre pays, ont un traitement prophylactique, un traitement, ils reçoivent leur facteur de remplacement, et donc il faut simplement, tout simplement, mettre les rendez-vous de vaccination le jour où il reçoit, par exemple, sa dose de prophylaxie. À ce moment-là, vous êtes complètement couvert de ce côté-là. Vous ajoutez le fait que vous le faites avec une aiguille fine, que vous faites une compression, et généralement, il ne se passe rien. Alors ici, on a quelqu'un qui dit, je suis dans la région de Boumerdès, et je vois qu'il y a une communauté d'expatriés qui sont anti-vax, et même la plupart zéro-vax. Est-ce qu'il y a une législation concernant ces cas et que faire? Alors ça, c'est un phénomène, comme l'a dit Madame Smati, c'est plus de l'hésitation vaccinale, ça c'est de l'anti-vax. Ça veut dire que Ouais. c'est quelque chose qui est complètement dans le spectre à l'opposé. Et comme vous le savez, en Algérie, il y a une législation, il y a un programme qui est obligatoire et gratuit. Alors c'est vrai qu'on a toujours parlé du problème obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire obligatoire? Est-ce que vraiment on a des poursuites? Est-ce que on va empêcher l'enfant d'entrer à l'école? Et on a toujours discuté de toutes ces choses-là. Mais si chacun applique à son niveau, oui, il y a un cadre réglementaire, que l'enfant, avant l'entrée à l'école, doit être vacciné, si l'enseignant joue son rôle, le chef d'établissement, et si chacun joue son rôle, on va y arriver. Mais vous allez me dire, mais ils vont tout simplement faire des faux certificats, ça existe. Alors ça, c'est une étape de plus, parce que faire un faux certificat, là, ça tombe sous le coup de la loi directement. Et si vous lisez la loi sanitaire, il y a des articles qui disent que lorsque on porte entrave à la législation, on est passible de poursuites pénales, de sanctions, etc. Bon, alors ça ne vaut pas vraiment pour les parents qui sont anti-vax, mais ça vaut par exemple pour des médecins qui sont anti-vax et qui recommandent à leurs patients de ne pas se faire vacciner. Ils sont non seulement ils sont connus dans leur région respectives, mais en plus il y a des sanctions qui sont très simples à porter. Par exemple, il y a un conseil de l'ordre et le conseil de l'ordre il peut appliquer des sanctions immédiates. Tout ce qui entrave comment dire, la santé publique et tout ce qui est dit dans le cadre de la direction de la prévention, des programmes de vaccination, si on porte entrave, c'est qu'on est hors la loi. Donc il faut effectivement agir. Il y a des questions, tu les vois? Oui, mais ça ne bouge pas. Ah, Alors, il y a une autre question ici. C'est un enfant, plusieurs que je vais mettre en une parce qu'elles sont communes. Un enfant qui a fait la rougeole, un enfant qui a fait la diphtérie, un enfant qui a fait la coqueluche. C'est pas le même, évidemment, on espère. Est-ce que cet enfant, je le vaccine ou non? Est-ce qu'il faut le vacciner? Alors, euh, il a fait la rougeole, il est immunisé. Mais si on ne le vaccine pas contre ROR, on ne l'a pas protégé contre les oréons et contre la rubéole, dont on sait les risques pour les oréons quand ça touche un petit peu au niveau central, mais surtout la rubéole quand ça touche une femme en âge de procréer, l'embryophétopathie qu'elle peut faire. Donc oui, on vaccine. Et dans les instructions diphtérie que vous avez, qu'a montré Madame Boukari, oui, quelqu'un, dès qu'il est guéri, il faut le vacciner parce que le vaccin n'immunise pas à vie, c'est pour ça qu'il faut des rappels tout au long de la vie, et la maladie non plus. Donc il faut lui assurer et lui compléter le nombre de doses requises par rapport à son âge. La coqueluche également est une maladie qui n'est pas immunisante. On sait qu'une dose, ça protège à 50%, deux doses à 80%, et qu'on est complètement
protégé quand on a fini le schéma, c'est-à-dire pour nous, pour l'instant, il y a 4 doses, de 4, 12 mois et un rappel à 6 ans. Prochainement, la mère, mais ce n'est pas pour la communauté, c'est pour les anticorps qu'elle va donner à son bébé. Donc, dès qu'un bébé est sorti des quintes, est sorti de la forme sévère de la maladie, il faut commencer à le vacciner parce qu'il ne sera protégé quand il aura la dose 3 de vaccin. Et là, on peut faire un schéma un peu accéléré avec un hexavalent, parce que si on ne vaccine pas contre la coqueluche, eh ben, on a enlevé les 5 autres maladies, et on va faire au mois 0 la première dose, 6 semaines après, au lieu de 2 mois, la deuxième dose, et 5 mois après le rappel, s'il y a urgence, quand on est hors épidémie. Pour le rappel, 6 mois, ça vaut mieux pour la remontée des anticorps. Est-ce que tu as d'autres questions? Oui. Alors, pour la vaccination du prématuré, si j'ai bien compris, Oui. on le vaccine après la naissance en fonction de l'âge chronologique, sans prendre en considération son état clinique, à partir de 1500 grammes. Donc, je pense qu'elle a bien compris. Bah oui. Alors, quelles sont les recommandations de l'Union africaine sur le vaccin contre HIV? Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui vaccinent contre l'HPV. Parce qu'ils ont le fardeau de l'HIV, et donc c'est une population immunodéprimée, et donc beaucoup de pays d'Afrique vaccinent. On n'a pas de carte des pays d'Afrique, mais en tout cas l'Afrique du Sud, plusieurs pays d'Afrique francophone, les pays d'Afrique subsaharienne. Il faut dire que la majorité de ces pays sont, comment dire, c'est la vaccination avec Gavi. Donc il y a cette entraide qui est là. Alors, J'ai une question ici oui, concernant le BCG. C'est une question qui préoccupe. Une maman qui a fait le BCG à sa fille et elle voit que la cicatrice a disparu, mais qu'elle l'avait. Est-ce qu'elle va la revacciner? Non, elle ne la revaccine pas parce que cet enfant a fait une réaction. Et la tendance actuelle, c'est de considérer que le BCG, c'est une fois dans la vie. L'Algérie, on a encore gardé une deuxième et dernière revaccination en l'absence de cicatrice jusqu'à l'âge de 14 ans. Au-delà de 14 ans, ça circule tellement le BK qu'il n'est pas nécessaire de vacciner. Est-ce que tu as une question? oui, j'ai une question d'hystérie. Que faire chez un enfant qui a fait une angine suspecte de diphtérie, chez un enfant qui n'a pas terminé sa vaccination et chez celui qui n'a pas encore reçu son rappel de 10 ans? Donc, on l'a dit. Donc, dans le schéma de vaccination, il faut toujours interroger, regarder l'antériorité. Tout ce qui a été fait antérieurement compte. C'est-à-dire le nombre de doses qui ont été utilisées compte. Ce qu'il faut faire, c'est compléter le schéma de vaccination en fonction de l'âge et en fonction du nombre de doses qu'il a reçues antérieurement. S'il a reçu son schéma complet, par exemple, et sa dernière dose, elle date de plus de 1 an, entre 1 et 5 ans, et qu'il est dans un contexte épidémique, on l'a dit, il faut lui faire une dose. S'il n'a pas complété son schéma de vaccination, il faut regarder ce qui manque et il faut adapter sur la base de, au total, il doit recevoir 3 doses de vaccin antidiphthérique. Ça veut dire pour nous, soit de l'hexa, soit du tétra, puisque le D n'existe pas tout seul, il est combiné. Et donc, en fonction de ça, vous allez regarder s'il avait reçu qu'une seule dose, ça veut dire que vous devez lui en donner 2 autres. Ou s'il n'a rien reçu, vous lui refaites un schéma de novo. Une primo-vaccination avec 2 doses. Ici, on est dans un contexte épidémique, à 1 mois d'intervalle, et la troisième dose à 6 mois. Donc tout ça, vous regardez en fonction de la situation. Et si c'est un jeune adulte, par exemple, un jeune professionnel de santé, qui est dans un contexte, qui a déjà eu sa vaccination, parce que dans son jeune âge, il a eu 3, 4, 5 mois, il a eu 18 mois, donc il a ses 4 mois, mais il n'a pas eu de rappel. Il a eu un rappel à 11 ans, il a 40 ans maintenant, il n'a pas eu de rappel, donc on va lui faire une dose. Donc c'est dans toutes ces situations qu'il faut préciser les choses. Il y a une question ici, et, parce on n'a pas envisagé le rattrapage, mais c'est intéressant. Très belle question. C'est un enfant qui avait 2 mois en 2022 et il a fait 2022 et stop, plus rien. Donc elle dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je refais? Alors là, il y a 2 messages importants. C'est que toute vaccination faite compte, quel que soit
le délai et l'antériorité. Il y a un délai minimum entre les vaccins, mais il n'y a pas de délai maximum. Je peux même prendre l'exemple, cet enfant, il a fait le vaccin il y a 5 ans, il a interrompu, je prends le schéma là où il était et je vais lui compléter. Donc toute dose compte parce que la mémoire immunitaire est solide et elle permet de rattraper. Alors, il y a une belle question sur l'HPV, mais qui relève d'une politique de santé sur l'HPV. Je suis un homme, est-ce que je peux faire le vaccin? Il y a une femme qui a 30 ans, est-ce qu'elle peut faire le vaccin? Alors, les recommandations, la vaccination, ça s'inscrit dans un programme d'un pays, hein, et c'est le pays qui choisit, parce que c'est pas vacciner un individu, il faut vacciner toute la communauté de façon à faire que cette maladie va baisser. Donc la priorité, la meilleure, la plus coût-efficace, c'est de vacciner ceux qui n'ont pas encore été en contact avec l'HPV. Par contre, les personnes, surtout les femmes qui sont âgées, il faut qu'elles fassent leur dépistage pour pouvoir voir ce qu'elles ont comme HPV pour être suivies, etc. Donc le dépistage avec un test de bon niveau, hein, un bon test est nécessaire. Donc quand on aura mis la vaccination, comme dans tous les pays, on commencera certainement par première année moyenne, et puis en fonction des ressources, de l'accumulation des données, eh ben, on va pouvoir étendre, et si on peut étendre, eh ben, le schéma sera étendu, mais ce n'est pas une vaccination qui est faite à la carte pour chacun, puisque en Algérie, aucun vaccin, par le vaccin antigrippal, ne se vend, qui sont donc dans les structures publiques et privées, mais selon un schéma d'un pays. Et pour l'instant, il n'en est pas question, mais il y a d'autres moyens de se protéger contre ces maladies dont on connaît le mode de transmission, hein. Alors, il y a quelqu'un qui demande, mais pourquoi ne pas remplacer le VPI par le VPO tout simplement? Ah oui. Donc là, on peut expliquer que si on a vu, oui, c'est l'objectif final. L'objectif final, c'est de faire que du VPI. Ça sera de faire du VPI totalement et ainsi de ne pas avoir de VPO ni de circulation de polio oral qui va risquer de muter, etc. Mais pour cela, ça vient dans la stratégie que vous a expliqué le professeur Smati, et tout cela, ça répond à des critères pour être dans un schéma tout VPI, comme le sont les pays développés, où justement il y a d'abord une forte couverture vaccinale. Donc pour que pour que les pays soient en tout VPI, il faut un fort niveau de couverture vaccinale, ce qui n'est pas le cas. Il faut qu'il n'y ait pas de risque comment? Oui, pas de risque d'importation de virus polio à partir des pays limitrophes, ce qui n'est pas notre cas. Et donc, pour toutes ces raisons, pour l'instant, nous sommes dans un schéma encore séquentiel, avec du VPO et du VPI. On peut dire, en avance sur ce qui a été prévu par l'OMS pour des pays comme nous, parce que ce qui est prévu par l'OMS pour des pays comme nous, c'est un deuxième VPI, c'est garder le VPO, parce que le VPO, on vous a expliqué, il va permettre de lui contrôler la transmission. Donc c'est important qu'il soit encore là pour contrôler la transmission, et un deuxième VPI. Donc nous, on a un schéma, pratiquement, on a 4 VPI, entre ceux avant 1 an et celui qu'on fait à 6 ans, et et on a encore les 3 VPO. Donc c'est un peu compliqué effectivement, mais c'est on va dire la stratégie finale, c'est d'aller qu'à du VPI. Alors il y a une autre qui pose la question, pour les enfants entre 2 et 7 ans non vaccinés, le vaccin d'été enfant n'est pas disponible au niveau des PMI, seulement en campagne vaccinale, seulement dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? Alors non, il sera mis dans les centres de... C'est-à-dire ceux qui ne sont pas encore au niveau scolaire, il va y avoir un rattrapage et les modalités, c'est qu'ils vont être distribués. Pour l'instant, il y a la vaccination de la polio qui est en cours, mais c'est sûr que c'est une très bonne question. Ça, c'est une question d'organisation et bien entendu, il faudra les rattraper s'ils ne sont pas en milieu scolaire. euh, par un vaccin qui sera mis dans les centres de vaccination et les PMI. Alors, il y a un monsieur qui dit là, toujours sur la polio, parce que c'est important, selon l'ancien schéma, il y avait 6 doses de VPO, une dose de VPI.
Ça, c'était bien sûr quand on a commencé en 2016. On a mis le VPI à 3 mois en décembre 2015. Et en avril 2016, on a commencé le VPO naissance de 4, 12 mois et 6 ans. Et on a fait ces doses-là, mais comme on est en phase finale d'éradication, les deux schémas 2021-2023, on reçoit que 3 doses de VPO, oui, de 4-12 mois, on est juste, et une dose de VPI. Ben non, on n'a pas une dose de VPI, parce que là, le schéma de vaccination, je pense qu'ils ont perdu l'image, mais ils ont le son. Euh, le schéma de vaccination actuel, c'est qu'il comprend à 2 mois, 4 mois et 12 mois un hexavalent. Et dans l'hexavalent, il y a diphtérie, tétanos, coqueluche, Hib, hémophilus influenzae B et VPI. Donc nous avons un VPI combiné en hexa à 2 mois, à 4 mois, à 12 mois, et on a un VPI, un quatrième VPI à l'âge de 6 ans. Donc on a 4 doses de VPI et 3 doses de VPO. Et pour les raisons qu'a expliqué Mme Boukari, on est obligé pour l'instant de garder le VPO parce que nous sommes à risque de transmission communautaire encore élevé. On n'a pas les critères pour arrêter. Mais si nous faisons tous l'effort de respecter toutes les recommandations qui ont été faites actuellement, c'est-à-dire de donner aux 2 mois, 59 mois, toutes les doses de vaccin NVPO2 pour contrôler le VDPVC2. Mais que ces enfants, on les vaccine avec le BPI qui est trivalent, on a assuré le 1, 2, 3, mais qu'on continue pour arrêter la transmission du 1 et du 3 à donner le VPO, avec une bonne couverture et qu'on laisse aucun enfant de côté, eh ben je pense que l'Algérie pourra arrêter le VPO, mais pour l'instant, on n'a pas du tout les critères parce qu'on n'a pas une bonne couverture de vaccination. Alors, il y a quelqu'un qui est inquiet. Ici, l'Algérie a été certifiée polio-free en 2016. Les cas isolés de polio sont-ils tous des PVDPV? Et est-ce que l'Algérie est toujours considérée comme polio-free? Oui, mais elle est polio-free sauvage. Parce que free, c'est pour le virus polio sauvage. Non seulement l'Algérie, mais le continent Afrique auquel nous appartenons, où ça se transmet, on est encore free sauvage. Mais il faut faire attention, il faut continuer les doses de vaccins de routine pour qu'une importation ne se fasse pas. Et donc, on est, oui, pour les VDPVC2, ça, c'est un autre problème qui est lié à une transmission longtemps. Et ce virus qui se transmet longtemps, qui fait des copies, eh ben, il va redevenir virulent. Eh ben, on peut le contrer avec le NVPO2 qu'on va commencer le 30 avril. Donc, il faut tous qu'on soit au rendez-vous. Oui, on est toujours certifié polio-free. On n'a pas perdu la certification. Alors, une question d'un collègue de Bayeux. J'ai un nouveau-né, sa mère est suivie pour une maladie de Crohn, elle est sous traitement anti-TNF. Le médecin gastro-entérologue a interdit la vaccination du nouveau-né par le BCG et le ROR pour sa première année de vie. Est-ce que c'est justifié? Le biothérapie et nouveau-né. Ah oui, Oui, c'est justifié parce que les biothérapies de la mère vont entraîner une altération de la réponse immunitaire parce qu'il y a un passage chez le nouveau-né et les vaccins vivants sont contre-indiqués. Tous les vaccins vivants sont contre-indiqués. On dit jusqu'à l'âge de 6 mois, mais ça dépend de quelle biothérapie. Il y a des biothérapies pour lesquelles cette interdiction, elle est prolongée jusqu'à l'âge de 1 an. Selon la biothérapie, selon sa durée de vie, sa demi-vie, etc., etc., il y a des actions particulières. Il faut regarder toujours le CRAT. Le CRAT, c'est le centre de recherche de référence des agents tératogènes. Donc, vous allez préciser si c'est quelque chose qui est inhabituel. Mais pour les anti-TNF, c'est connu, c'est jusqu'à 1 an. L'enfant ne reçoit pas de vaccin vivant, donc ça pose le problème du BCG et ça pose un petit peu le problème du ROR qui, pour nous, se fait à 11 mois. Mais bon, c'est pas, voilà, 11 mois ou 12 mois, mais c'est justifié. Donc, le gastro-entérologue était bien informé.
Ça vaut aussi pour les immunosuppresseurs, hein. Donc, il faut vérifier selon le type d'immunosuppresseur si c'est une contre-indication ferme ou si c'est juste une mesure en fonction de l'importance du vaccin. Donc, tout ça, il faut se référer à c'est-à-dire l'immunosuppression qui est créée par ce traitement que la maman a pris, hein. Il y a deux questions, c'est pour ça qu'on va y répondre, sur ROR et allergie à l'œuf. Pour redire encore une fois, ça a été dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a absolument aucune contre-indication du vaccin ROR chez les enfants allergiques à l'œuf et je vous encourage à regarder le document, c'est-à-dire le guide de vaccination. Vous avez toute une partie qui est dédiée à la vaccination dans les populations vulnérables et tout ça est bien, bien expliqué. Alors, il y en a un qui pose une question, un ou une, hein, on dit un collègue ou une collègue, qu'il a déjà vu des angines qui peut-être ont ressemblé à ce que tu as montré et qui se pose la question si c'est une angine diphtérique, donc il les a traitées, mais il se demande si c'était diphtérie ou pas. Ah ben, pour tout enfant à l'avenir, c'est-à-dire qu'il ait une angine ou non, qu'il vienne pour n'importe quel problème, il est venu même pour un traumatisme, pour autre chose, eh bien, le carnet de vaccination doit être vérifié et on va le compléter. Bah, ce cas-là, personne ne peut vous apporter la réponse, mais simplement, quand il y a un cas de diphtérie, il est rarement isolé. En général, c'est une maladie qui est contagieuse. Il y a des cas secondaires, donc il faut voir dans l'entourage si vraiment, s'il était correctement vacciné, bah, c'est une angine simple ou qu'il y avait le bacille, mais dans une forme légère. Et si c'est d'autres cas secondaires, ou peut-être que ce cas était une diphtérie chez un enfant qui était vacciné, qui était une diphtérie légère. Oui, c'est possible. Alors, on a deux questions sur la bronchiolite. Une question, est-ce que en utilisant les anticorps monoclonaux anti-VRS, on ne va pas laisser la place aux autres bronchiolites plus sévères et plus difficiles à gérer dues au virus autre que le VRS? Donc, d'abord, le VRS, c'est 50%. C'est-à-dire, oui, c'est légitime de se poser cette question parce qu'en matière de virologie, on a toujours, et de enfin, d'infectiologie, on se pose toujours la question du remplacement. Comme on a le remplacement dans les sérotypes de pneumocoque ou d'autres. On pourrait se dire, oui, et peut-être que on peut avoir un remplacement avec un adénovirus ou avec un métapneumovirus ou avec un rhinovirus, etc. Alors, c'est pour ça que quand on met en place une stratégie, on regarde ce que ça donne dans le temps. C'est-à-dire que on a mis en place la stratégie pour la première année. La première année, donc, on s'est intéressé à la première saison. Et à ce moment-là, on considérait qu'il fallait vacciner une fois. Enfin, vacciner, donner cet anticorps monoclonal une fois. Puis, on s'est aperçu que sur la deuxième année, pour un même enfant, il pouvait y avoir un intérêt à refaire un anticorps monoclonal, par exemple si c'est un bébé à risque. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il y a des études, etc., pour dire si c'est pertinent ou pas. Et puis, la troisième question, c'est de dire si on empêche l'enfant de faire son infection à VRS pendant sa première année de vie, est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à ce qu'il fasse une infection à VRS, une bronchiolite à VRS, au cours de sa deuxième année de vie et que cette bronchiolite soit plus sévère? Donc ça aussi, ça a été regardé et on a regardé en vie réelle maintenant, parce qu'on commence à être pratiquement à la troisième année et on commence à regarder ce qui se passe dans la troisième année. Est-ce qu'on a des enfants qui vont faire, certes ils ont reçu la première année leur anticorps monoclonal, mais ils vont faire leur bronchiolite, on va simplement déplacer l'âge et ils vont la faire un peu plus tard et peut-être qu'ils ont des risques de la faire un peu plus sévère. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signal qui apparaît dans ce sens, voire même c'est montré qu'il n'y a pas d'apparition de signes enfin, de risque, de facteurs de risque particuliers. Donc, c'est important quand on fait une vaccination, une nouvelle vaccination, ça me permet de rebondir là-dessus, c'est qu'il faut avoir les moyens de sa politique. Ça veut dire qu'il faut faire de la surveillance.
Et ça, les microbiologistes le savent très bien, c'est ce qu'ils réclament à corps et à cri depuis toujours, c'est de mettre en place eh ben, une surveillance. Comme on surveille les paralysies de place dans la polio, on devrait, pour tous les vaccins, surveiller ce qui se passe. Or, ça, c'est ce qu'on ne fait pas. Donc, avec le VRS, de la même façon, on va surveiller chaque année, à chaque saison, on va surveiller, regarder comment les choses se passent. Ce qu'il faut dire pour cet anticorps monoclonal, il n'empêche pas de faire l'infection à VRS. D'accord? Ça veut dire que l'enfant, il peut faire son infection à VRS. Sauf que cette infection à VRS, elle ne va pas le conduire à l'hôpital, il ne sera pas hospitalisé et il ne sera pas surtout aux soins intensifs et surtout, il ne décédera pas de sa bronchiolite. Donc, c'est ça le message le plus important. Le plus important, et c'est pour ça que ça a connu ce succès très important, au point qu'il peut y avoir même des problèmes d'approvisionnement parce que peut-être qu'il n'y en a pas pour tout le monde, quoi. Alors, la question, là, concerne le NBPO2. Il dit donc on va faire 2 prises, oui, à 21 jours, donc 2 gouttes. Chaque prise, c'est 2 gouttes. Et après, on va faire la troisième tour ou round, le VPI. Et s'il a déjà reçu dans le PEV, s'il a reçu du NVPO2 dans les autres cures, il faut le faire. Parce que quand on fait une campagne de vaccination supplémentaire, une AVS, une vaccination supplémentaire, c'est indiscriminé. Il n'y a aucun risque. C'est une dose supplémentaire. Il est immunisé, c'est bien. Il n'est pas immunisé, il récupère l'immunisation. Donc oui, il faut lui faire le schéma tel qu'on l'a dit à partir du 30 novembre, pendant une semaine. Tous les enfants qui ont entre 2 mois et 59 mois, qui vont venir, eh ben, ils vont faire le NVPO2. On va regarder leur carnet. S'il leur manque un ou plusieurs vaccins, on va leur faire. Et ça revient 3 semaines après, eh ben, ils vont revenir, ils vont refaire. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire quand on parle de, de, de passage, c'est des passages pour les enfants de la cohorte. Alors, ça, c'était ça. Il y en a un qui dit, et les réfugiés africains, est-ce qu'il y a une politique de vaccination les concernant dans notre pays? Pour les Sahraouis, oui, parce que c'est l'Algérie qui se préoccupe de leur vaccination. Pour les autres qui sont avec nous dans les villes, il faut savoir que en Algérie, le calendrier de vaccination, il est gratuit, il est obligatoire, mais il est gratuit pour toute personne qui vit en Algérie. On ne fait pas de discrimination. Elle vit en Algérie, elle se présente, elle a l'indication, elle a l'âge, il y a le vaccin, elle répond à notre calendrier, on lui fait, quelle que soit son origine, on ne pose pas la question. C'est comme nous, quand on va dans d'autres pays, ceux qui partent vivre dans d'autres pays, ben, ils viennent faire les calendriers de ces pays-là avec les doses de vaccins de leur pays. Donc oui, c'est pris en charge et c'est gratuit. Une question sur la rougeole. On n'a pas parlé de rougeole parce qu'on ne pouvait pas parler de tout. Concernant le vaccin ROR, l'été dernier, nous étions en pleine épidémie. Est-il correct d'administrer le vaccin aux nourrissons atteints de rougeole dans les 72 heures à partir de l'âge de 7 mois? Donc, en principe, c'est les sujets contacts. Dès qu'on a un sujet contact, au contact d'une rougeole confirmée, pour justement le protéger, on va appliquer la vaccination, effectivement, dans les 72 heures, au-delà de l'âge de 6 mois, sachant que cette vaccination, elle est là pour essayer de le protéger, qu'il ne fasse pas la rougeole à cet âge-là, mais que cette dose ne sera pas comptée comme une dose. C'est-à-dire que derrière cette vaccination, il faudra lui faire ces 2 doses de 11 mois et de 18 mois. Donc oui, la réponse est juste. Il faut le faire à partir de 6 mois, mais ne pas la compter comme une dose. Ensuite, j'ai une deuxième question sur les contre-indications. Il y en a 2, et je pense qu'on ne va pas tarder à arrêter. Alors ici, c'est une question, la plupart de mes malades sont des épileptiques, paralysie cérébrale, sous traitement, et toujours, ils sont refusés par les centres de vaccination parce qu'ils ont peur qu'ils convulsent sur place, etc. Bon, alors en principe, cette contre-indication, elle vient du fait que c'était lié aux effets indésirables et à la réactogénicité de l'utilisation d'un vaccin anticoquelucheux germe-entier. Et donc, ça a amené beaucoup de personnes qui ont arrêté les vaccinations, mais dans la foulée, ils ont arrêté les autres vaccins aussi, parce qu'on a toujours eu soit des P3, soit des Penta, qui ne sont pas des vraies contre-indications. La seule contre-indication dans ce cas-là, ce sont des enfants qui ont une encéphalopathie évolutive
qui est apparu dans les 7 jours d'une vaccination dans laquelle il y a un vaccin anti-coqueluche et qui n'ont aucune autre explication. C'est-à-dire qu'ils sont passés par le neuropédiatre qui a fait toute son évaluation, qui n'a pas trouvé d'étiologie, et il y a cette relation temporelle entre la vaccination et le truc. Dans ce cas-là, on peut considérer que ça peut être une contre-indication pour les futurs vaccins, et ça devient compliqué parce qu'on n'a que des formes combinées. Dans tous les autres cas, eh bien, si c'est des patients qui sont sous traitement, qui sont équilibrés, même sous plusieurs médicaments, et il n'y a absolument aucune contre-indication. Le fait qu'on ait un coquelucheux acellulaire ne donne une meilleure tolérance, en ce terme qu'il y a moins de réactogénicité qu'avec un germe entier, mais le même problème pourrait se poser par exemple. Donc là, ce qu'il faut, c'est tout simplement, en tant que pédiatre ou en tant que médecin, évaluer l'enfant, l'examiner et lui donner une lettre en disant que cet enfant peut être vacciné et qu'il n'y a absolument aucune contre-indication. La seule contre-indication absolue, c'était la question suivante, la seule contre-indication absolue, c'est une réaction anaphylactique à l'un des constituants du vaccin. De n'importe quel vaccin. Voilà. Vous vaccinez l'enfant, dans les minutes qui suivent, Voilà. il vous fait un choc anaphylactique. Là, ça devient effectivement, vous allez mettre en cause le vaccin et surtout, vous allez déclarer la manifestation post-vaccinale, la MPVI. Vous savez que tous les effets indésirables des vaccins doivent être déclarés. Il y a un imprimé, il y a le centre de pharmacomatériaux-vigilance auquel vous devez absolument faire cette déclaration. Lorsqu'il s'agit en particulier de MPVI sévère, grave, comme un choc anaphylactique, c'est absolument obligatoire et ça doit être fait dans les 24 heures. Et on peut rajouter qu'il y a un site www.cnpm.org.dz. Vous rentrez dedans, ce centre, vous avez une fiche vaccinovigilance et on peut déclarer directement par Internet, la fiche elle part. Et je peux vous dire qu'ils font la rétro-information, ils reviennent vers vous avec les résultats. Donc il n'y a pas de raison. Le papier, c'est en plus si on veut, mais il y a la forme web. Peut-être que juste une ou deux questions complémentaires. Un syndrome néphrotique en rémission, est-ce que je le vaccine? Ah ben, certainement qu'il faut le vacciner parce qu'il a perdu des protéines, il a perdu des gamma-globulines. Et s'il avait un peu d'immunité, eh ben, ça a dû favoriser leur fuite. Donc, oui, il faut le vacciner dès qu'il n'a plus d'immunosuppression. Toutes les maladies chroniques, il faut les vacciner. Hein? Il est classé dans les Au contraire, il est classé. Alors, le prématuré, la dose de 3 mois, c'est pour quel vaccin? De façon indiscutable pour le vaccin antipneumococcique, ça, c'est acté. Maintenant, est-ce que l'autre vaccin peut être ajouté? Bien que l'hémophilus, ça soit vraiment une infection qui est importante chez eux, ce n'est pas validé par tous les pays. Mais si on fait une dose aussi, ce n'est pas dommageable. Par contre, pour le pneumo, oui, ils sont à risque d'infection pneumococcique invasive. Il faut leur rajouter cette dose à 3 mois. Je crois qu'on est arrivé. Oui, on a tout mis. Regardez, voilà. Il y a une belle question ici sur un enfant âgé de plus de 7 ans. Ah non, un enfant, où est-ce qu'il est? Un enfant de 12 ans après une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Comment vacciner? Ah oui. Oui, donc là, il faut reprendre la vaccination à 0. Il est naïf. Après, il y a un délai parce qu'il est naïf, donc il faut tout refaire le calendrier vaccinal et il y a un délai. Alors, pour les vaccins inactivés, pour les vaccins vivants, au moins 6 à 12 mois après la greffe. Donc là, là encore, je vous renvoie au guide sur la vaccination. C'est un cas de figure qui a été traité et on a mis le schéma. Il y en a beaucoup qui ont posé la question, qui s'inquiètent et qui disent quand le VPI était à 3 mois seulement et qu'ils ont eu du VPO et un seul VPI, est-ce qu'ils ne sont pas désavantagés par rapport à ceux qui ont maintenant un EXA et qui ont du VPI? Parce que eux, on a l'impression qu'ils n'ont pas reçu, ils ont reçu qu'un seul VPI. Est-ce qu'ils sont vraiment bien protégés? On peut répondre avec 2 points. Le premier point, c'est que faire une forme paralytique de la maladie, c'est celle-là qui intéresse quand la corne antérieure de la moelle est touchée, eh ben, ça concerne les moins de 5 ans. S'ils ont passé cet âge, eh ben, ils sont sortis. On va compter sur la protection de la communauté quand il n'y a pas eu de rattrapage, c'est-à-dire localement dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir dans la troisième round,
une vaccination indiscriminée avec le BPI, et qui va coûter beaucoup, hein, parce que c'est un vaccin qui coûte cher, à tous les enfants. Donc, s'il vous plaît, toutes ces questions, on a donné des réponses. Il faut qu'on applique ce calendrier de vaccination pour que plus aucun enfant ne meure en Algérie avec tous les moyens que l'on a, logistiques, de médecins, de centres de vaccination, ne meure d'une maladie pour laquelle il y a un vaccin, parce que c'est vraiment très dommageable. Je crois que Oui, je pense que sinon, il y a c'est encore plein de intéressant, questions, mais ça finit pas. mais il y a une question sur le vaccin antigrippal chez Ouais. l'enfant, les Sur le indications et CEP les et âges. l'hépatite Je vais B. juste vous renvoyer à une instruction. Oui, Il y a une instruction du ministère de la Santé qui a fait la vaccination c'est antigrippale. antigrippal. La vaccination antigrippale chez l'enfant, elle n'est pas indiscriminée pour tous les enfants en Algérie. D'autres pays le font. Elle est indiquée pour les populations à risque, c'est-à-dire essentiellement, on va revenir sur les mêmes populations à risque, surtout ceux qui ont des comorbidités respiratoires sévères, ceux qui ont une immunodépression. À ce moment-là, on leur recommande la vaccination antigrippale. Et le schéma, c'est le même que pour l'adulte, c'est la même dose, sauf que pour l'enfant, évidemment, on ne le fait pas avant 6 mois. Entre 6 mois et 8 ans révolus, on va dire 9 ans, si c'est la première fois, on fait 2 doses à 1 mois d'intervalle. S'il a déjà reçu, on fait une seule dose. Et après 9 ans, dans tous les cas, c'est une seule dose. Donc là encore, tout ça, c'est écrit dans l'instruction. Il faut vraiment, voilà, faut regarder, aller chercher. Et Vraiment, voilà. vraiment, pour Il y a finir, aussi deux questions qui sont un peu risquées ici. C'est-à-dire que c'est deux personnes qui disent, moi j'ai reçu des enfants qui avaient une angine, j'ai suspecté une diphtérie parce que ça me donnait l'impression que c'était un peu... Alors, mais j'ai juste traité par érythromycine, est-ce que je dois prélever? Ah, tu as répondu. question. Alors, par contre, si vous avez une question sur comment rattraper et tout, on vous invite à taper vaccination interrompue ou retardée de l'OMS. Vous tapez WHO, vaccination interrompue ou retardée chez les enfants. Vous avez les enfants, les adultes, les personnes âgées. Il y a toutes les recommandations de l'OMS et en général, l'Algérie se conforme particulièrement aux recommandations de l'OMS qui sont faites pour tous les pays du monde. On a envie de continuer, mais 21 heures, je pense que c'est vraiment un webinaire qui a beaucoup, beaucoup duré. Et on peut remercier, je ne sais pas combien il y avait de personnes connectées, mais les remercier. En tout cas, les questions sont très intéressantes. Et on espère, on remercie la Société algérienne de pédiatrie, bien sûr, d'avoir pris cette initiative de vous parler de ce sujet. Et il faudrait écrire à la Société algérienne de pédiatrie pour nous dire quels sont les thèmes qui vous intéresseraient, sous quel format, est-ce que ce format-là vous plaît ou d'autres formats avec des questions particulières. On est à votre écoute. Qu'est-ce que tu veux dire, Rachida? Je pense que c'est bien. Bon, je pense que c'est bien. On n'a pas pu aborder tous les sujets. On le voit aux questions auxquelles on ne peut pas répondre. Mais bon, ben voilà, il peut y avoir, comme dirait l'autre, un deuxième round. Comme la vaccination polio. On vous Voilà. remercie, on vous dit au revoir et à très bientôt, chers Au revoir, à collègues. bientôt. Au revoir.